Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan pour vous accueillir tout au long de cette émission. Alors, nouvel épisode mais surtout premier épisode d'un tout nouveau format, le Focus. En quoi consiste ce format ? C'est assez simple, avec mes invités que je vais vous présenter, nous avons choisi un joueur de l'effectif des Celtics et nous allons faire un zoom sur lui, sur sa carrière, sur son jeu, sur l'évolution de son jeu, sur ses axes de progression à l'avenir, etc. Donc, voilà, en gros, on se focalise sur un joueur de l'effectif et on va essayer d'en parler de manière, on va dire, un peu plus approfondie que de simples analyses qu'on fait habituellement après un match de basket ou après une série. Alors, c'est un format un peu hors série, justement, en dehors des analyses des Celtics, et ce sera un format qu'on va essayer de maintenir tout au long de la saison. Mais alors, il n'y aura pas forcément de rendez-vous périodique. Mais il y aura probablement d'autres épisodes au cours de la saison sur d'autres joueurs des Celtics. Mais voilà, pour la sortie des épisodes, ce sera dispatché en fonction de nos dispos, en fonction des autres épisodes qui sortiront entre-temps, en fonction de ce qui se passe dans le paysage NBA, si on est un peu dans une période creuse ou pas. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir passer au sujet du jour et aux présentations. Alors aujourd'hui, dans ce premier épisode Focus, zoom sur Marcus Smart. Et sans plus attendre, je vous présente mes deux acolytes du jour. Le premier, vous le connaissez bien puisque c'est un collègue du Trèfle en la personne de Robin. Salut Robin, est-ce que ça va ? Bonsoir tout le monde, je vais très bien. Très bien, j'ai hâte de tester ce nouveau format. Il faut rendre à Robin ce qui appartient à Robin. Pour la petite anecdote, t'es un peu l'initiateur de ce format au sein du Trèfle. C'est toi qui avais suggéré cette idée. Ça dépend si ça plaira aux gens ou pas. Je peux me retirer à tout moment. Et le second, j'espère que vous le connaissez tout autant, si ce n'est plus. Il s'agit de Guillaume du podcast Basket Lab. Salut Guillaume, comment tu vas ? Salut à tous. Ça va très bien et vous ? Moi, ça va très bien. C'est un honneur et un grand plaisir de t'accueillir dans notre podcast. Alors, pour ma part, c'est une première. Je sais que Robin a déjà fait un podcast avec toi, donc j'invite tout le monde à aller l'écouter si c'est pas encore fait. Tu connais une partie de l'équipe du Trèfle, du coup, donc enfin Robin. Oui, et puis je suis vraiment un auditeur régulier. J'ai beaucoup aimé votre format d'ailleurs. Le dernier, la draft géante. J'ai failli m'évanouir quand Robin a pris Demar DeRozan dans son équipe, mais je n'endors plus. Non, j'aime beaucoup ce que vous faites, donc ça me fait très plaisir d'être invité. Et c'est surtout un honneur pour moi d'être invité sur le Trèfle. Bah, merci beaucoup. De toute façon, on te retourne les compliments parce que tu n'es pas sans savoir que parmi nous se cachent des fans de statistiques avancées, d'amateurs de scouting, de l'analyse du basket et tout ce que toi tu mets en avant en fait dans ton émission et sur ton compte Twitter. Donc même si beaucoup de gens te connaissent, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ton podcast et ce que tu fais de manière générale dans la sphère basket et NBA ? Ouais, en fait, à la base, j'essaie un peu d'analyser le jeu, ce qui est un angle qui est pas tout le temps traité à 100%. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un peu ce créneau-là, et donc on essaie de parler de donc le jeu à la fois tactique, à la fois scouting. Moi, je pars du scouting à la base, j'aime beaucoup ça. Et puis aussi un côté stat, comme tu dis, un peu avancé, mais bon, j'essaie un peu de les démocratiser justement. Et de parler de jeu à travers les stats, donc c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est comme ça qu'on essaie de rendre intéressant certains chiffres qui comme ça peuvent paraître un peu bizarres. Donc voilà, on essaie de parler de jeu en fait, et finalement que ce soit par des stats ou par des langages, des éléments de langage tactique ou scouting, finalement on parle de jeu, quoi. Ça marche. Donc tous ceux qui sont intéressés, je parle à tous les auditeurs qui seraient intéressés pour apprendre à connaître le basket, en fait, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent le basket, mais peut-être
qui veulent s'intéresser un peu plus à voilà. Alors c'est des termes qu'on entend régulièrement en NBA, mais qu'est-ce qu'un pick and roll par exemple, pourquoi on l'utilise ou d'autres termes comme ça, et du coup de voir. En fait, après avoir écouté tes podcasts, on voit certains joueurs, on perçoit certains joueurs plus forcément de la même manière, et on se dit ce joueur-là qui paraît de base fort par exemple au scoring, on se rend compte qu'il est pas si efficace que ça, ou à l'inverse quelqu'un qui peut nous paraître un peu moins performant, nous paraît en fait beaucoup plus intelligent sur un terrain ou beaucoup plus efficace dans ce qu'il fait, notamment sur des petites choses qu'on voit pas avec un œil de néophyte, on va dire. Après, on peut se dire aussi parfois que Guillaume il raconte que des bêtises, et parfois c'est vrai aussi. Ça, j'en laisse aux autres de juger. Chacun, on va dire, prêche sa paroisse et chacun va écouter ce qu'il aime. En tout cas, nous, on recommande ton podcast et du coup, c'est un honneur de t'avoir ici, et donc on va pouvoir se lancer. Et écoute, perds pas la main, je vais direct te lancer justement sur le premier point. On va commencer, donc je l'ai dit, on va faire un zoom de Marcus Smart. Aujourd'hui, en 2022, on sait qui est Marcus Smart, défenseur de l'année. Voilà, un pitbull défensif avec un shoot à 3 points un peu irrégulier, des pertes de balles parfois un peu douteuses parce qu'il prend parfois quelques risques à la passe. Est-ce que c'est un bon playmaker? Est-ce que ça en est pas? C'est une question qui se posait notamment au début de la saison quand il a été placé en meneur titulaire alors que toute sa carrière il a été 6e homme. Est-ce un meneur plutôt en poste 2, poste 1, un combo? Enfin voilà, beaucoup de choses gravitent autour de Marcus Smart qui est vraiment l'âme des Celtics, qui est d'ailleurs le joueur le plus ancien de l'effectif. Pour nous, c'était un peu, ça faisait vraiment sens de commencer ce hors-série focus sur l'âme de l'équipe. Et avant de passer sur ce qui est Smart maintenant et ce qui sera plus tard, on va se focaliser sur ses débuts, notamment ses premières années pré- et post-draft. À l'époque, je ne suivais pas encore la NCAA, mais toi, Guillaume, tu la suivais. Tu avais même fait un scouting d'ailleurs sur Marcus Smart. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Smart en NCAA? Quelles étaient ses forces, ses faiblesses, son style de jeu, etc. Alors déjà, il faut commencer par dire que c'était un cas assez intéressant, et même avant la draft 2014 où il a été drafté effectivement, c'est qu'en fait c'était déjà un des top prospects de la draft 2013. Et finalement il s'était retiré au dernier moment parce que, alors des raisons qui étaient multiples, mais notamment il voulait un peu retourner à la fac et bosser certains aspects du jeu, alors que vraiment Smart était freshman en 2013, il aurait pu être drafté tout en haut, hein. C'était la QV avec Anthony Bennett, Ben McLemore, Otto Porter Oladipo, bref, assez faible, et il était attendu top 3, top 5 on va dire. Mais donc il était retourné à la fac à Oklahoma State pour faire une deuxième année et essayer un peu d'améliorer certains de ses défauts, son jeu, et ainsi monter encore plus peut-être l'année d'après. Et c'est vrai que le sentiment qu'on avait eu, parce que je l'avais vécu bien dans le moment, donc je me souviens, c'est que les progrès sur lesquels on l'attendait n'étaient jamais vraiment venus. Et par là, j'entends surtout en fait, la question de son shoot, hein, finalement. Et on va en parler par la suite, ça s'est jamais vraiment réglé en NBA non plus. Et donc c'est vrai que quand il se présente à la draft, on a d'un côté un joueur NCAA qui est quand même très fort, et plus que seulement un joueur universitaire, un prospect NBA qui a des qualités physiques, athlétiques pour survivre et pour que son jeu se transpose au niveau supérieur. Donc il y a ce côté-là défensif très sûr, et même offensivement, on va en parler, mais il y avait des trucs assez intéressants. Mais c'est vrai que les doutes un peu offensifs, on va dire, de scoring peut-être, de potentiel de créateur offensif majeur et un peu star, c'est vrai qu'on était resté un peu sur notre faim, et ça aussi, c'est vrai que du coup, ça s'est un peu confirmé une fois qu'il est arrivé en NBA. Alors, le fait qu'il ait fait une seconde année en universitaire, alors nous, les fans des Celtics, ça nous va bien parce qu'en 2013, on n'avait pas de pick en loterie, il me semble. Donc au final, tant mieux pour nous. Par contre, c'est vrai que comme tu le disais, il n'y a pas eu les progrès qu'on attendait. Au final, est-ce que tu penses qu'il y a quand même des secteurs, au-delà du shoot à 3 points, est-ce que tu penses qu'il y a quand même des secteurs où il a vraiment montré de nettes améliorations entre son année 1 et son année 2? Alors, avec la petite nuance que je ne l'avais pas scouté dans le détail en 2013 autant qu'en 2014, où j'avais écrit un article, fait une vidéo, etc. etc. Donc, il y a cette petite nuance, mais il me semble quand même que non, c'était pas
il n'y avait pas des progrès évidents dans aucun compartiment du jeu, à part des petites améliorations peut-être par-ci par-là, une confirmation aussi de son volume défensif qui était assez énormissime et que d'ailleurs moi j'avais peut-être avec mes yeux d'aujourd'hui en tout cas je vois les actions et je me dis ah oui en fait il faisait des actions assez incroyables alors qu'à l'époque on n'en avait pas conscience forcément. Donc il y avait des petites améliorations par-ci par-là, il y avait aussi le côté leadership qui s'est beaucoup fait ressentir, mais à part ça non, à part le shoot, voilà, on était quelqu'un qui stagnait, qui n'avait pas fait une énorme amélioration. Mais c'est vrai que par contre, moi je me souviens qu'il y a un point sur lequel j'étais un peu au-dessus de la moyenne, c'était le passing justement. Et il n'y avait pas eu forcément d'amélioration entre l'année 1 et l'année 2 NCAA, mais je me souviens que j'étais un peu plus au-dessus de la moyenne sur son passing. Et je me trompe beaucoup quand je fais du scouting, et je pense que toi aussi qui en fais, Ouais, tu pourras le dire aussi. Mais donc petite fierté de effectivement dire que cette fois sur Marcus Smart j'avais eu bon, et je trouvais que justement il y avait quelques trucs assez intéressants à la fois dans la gestion du jeu, le côté jouer sous contrôle, le côté savoir gérer le tempo, savoir faire la passe simple, intelligente au bon moment. Ça en fait on le voyait déjà quand il était en NCAA, et souvent on mettait un peu en avant le côté défenseur et en gros c'était un peu un meneur sous-estimé ou qui pourrait pas totalement jouer meneur. Moi je trouvais que si justement il envoyait des trucs assez intéressants. Après encore une fois sur le scoring il y avait certaines limitations, et notamment alors d'un point de vue de son bagage technique peut-être, mais aussi d'un point de vue de physique et athlétique peut-être, où le côté explosivité n'a jamais été élite, on peut le dire. Mais du coup, voilà, ça faisait un package qui était finalement assez intéressant au moment de la draft 2014. Et il faut se souvenir que c'est un peu un des deux seuls meneurs du top de la QV 2014 avec Dante Exum, qui était une véritable énigme à l'époque. Et il y avait un peu cette différence entre deux cas très polarisants, peut-être on peut le formuler comme ça, où Smart était le joueur où on voyait qu'il n'y avait pas un potentiel de dingue à la création au scoring de star, on peut dire peut-être, mais il y avait tout le reste, il y avait du passing et il y avait surtout de la défense de haut niveau, donc on savait que ça allait être un méga role player de luxe. Et de l'autre côté, Exum, c'était un peu l'énigme, on l'avait pas vu beaucoup, il avait fait que des tournois de jeunes, il n'avait pas joué NCAA, mais avec un potentiel de scoreur de fou. Je me souviens qu'à l'époque, moi j'étais sur l'Écho des Parquets aussi, le podcast de l'Écho des Parquets, on était un peu, on savait pas trop comment se placer. Bon, je pense qu'on peut dire depuis qu'effectivement Smart a un peu gagné son duel. Oui, Exum qui était un peu l'éternel potentiel. Je me souviens à l'époque où il avait été drafté. Mais non, c'est très intéressant ce que tu soulignes sur le passing de Marcus Smart, parce que c'est un point qui a souvent été pointé du doigt chez lui, et encore plus cette saison, notamment avant le début de cette saison, puisque Marcus Smart, qui a toujours été 6e homme, est passé suite au départ de Kemba Walker, est passé meneur titulaire, et c'était un peu la question en suspens: est-ce que Marcus Smart va être capable d'être meneur titulaire d'une équipe qui va loin? On a eu notre réponse cette saison, mais on va y venir. En tout cas, petite parenthèse, et c'est vrai que c'est important de le souligner, comme tu le disais sur le scouting, on a très souvent tort, on a plus souvent tort que raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a raison, on aime bien le souligner. Parce qu'il y a tellement de fois où on a tort que voilà, ça fait toujours plaisir de savoir quand on a raison. Oui, je me souviens avoir dit sur l'Écho des Parquets à l'époque que je préférais Dante Exum contre Marcus Smart. Donc il faut le dire aussi, quoi. Robin, est-ce que toi, alors t'as peut-être pas suivi la NCAA, mais toi, c'est quoi tes souvenirs du jeune Marcus Smart, tes premiers souvenirs de Smart en début de carrière? Sur la documentation un petit peu que j'avais fait, et après aussi avec ce que vient de dire Guillaume, il s'en dégageait quand même quelques ingrédients pour pouvoir après faire la suite. Mais effectivement, on était donc déjà sur un profil défensif fabuleux avec un combo instinct physique et aussi mentalité qui était quand même très très au-dessus de la moyenne. Je vois que déjà on avait une interrogation sur son rôle. Est-ce qu'il sera garde, est-ce qu'il sera combo, etc. Et que c'est quelque chose qui va le suivre quand même longtemps, même chez nous. On avait des axes de progression sur le secteur offensif qui était quand même déjà là. Je trouve par contre que c'est assez incroyable en termes de mentalité de refuser une année où tu es déjà sûr quasiment d'être le tripic pour retourner en charbon. Je le savais pas, je l'ai appris.
Et en fait, avec le recul, ça m'étonne pas du tout du personnage, parce que c'est quelque chose qui va quand même caractériser aussi le joueur qu'est Marcus Smart. C'est c'est vraiment ce côté travailleur, ce côté convaincu, ce côté entier. Et il y a qu'un joueur avec ce mindset-là pour justement refuser une année et repartir au charbon. Des fois, les résultats sont pas toujours bons, mais déjà, faut quand même en avoir pour le faire, quoi. Je suis assez impressionné. C'est vrai que souvent, en plus, on voit très souvent l'inverse, en fait. C'est-à-dire, on voit très souvent des joueurs qui sont annoncés loterie pick, notamment en début de saison NCAA, et qui font une saison NCAA un peu en dessous des attentes, mais qui, de par la hype qu'ils ont eu toute la saison, savent qu'ils vont être draftés, Mm, mm. et du coup se présentent quand même, je pense notamment récemment à BJ Boston, ou à petit meneur d'Auburn, dont j'ai oublié son nom, qui a été drafté par Atlanta. Je sais pas, Guillaume, si tu peux m'aider. Sharif Cooper. Sharif Cooper, voilà. Après tu as aussi le cas inverse carrément de Smart qui est du coup moi aussi je perds le nom. Shaedon Sharp, c'est ça, qui a été drafté par Ouais. Portland. Oui. Lui carrément il a dit non, je ne joue pas du tout pour préserver ma cote. Et ça c'est assez inédit pour le coup. C'est vrai. Alors, je pense qu'on a fait un beau tour sur le début de carrière, la partie NCAA, on va dire, de Marcus Smart. Donc, si on résume, un joueur tanké, fort défensivement, leadership, déjà un gros bosseur, avec, on va dire, un style de jeu offensif qui laissait dubitatif, on va dire, autant dans la projection que dans l'efficacité, notamment au shoot. Maintenant, je vous propose de passer au Smart d'aujourd'hui. Il y avait aussi un Ouais. rôle, parce que pour la suite, sur ce que j'ai pu lire aussi, il était aussi dans un contexte où il n'avait pas toujours la balle, voire, il arrivait à être, il a quand même pas mal de phases de jeu où justement il a pas la gonfle. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui va l'orienter tout de suite chez nous, avec Oui. des meneurs à côté de lui prédominants, en fait. En fait, juste pour préciser par rapport à ça, il y avait deux autres gros joueurs dans son Voilà. équipe. Alors, un autre arrière qui s'appelait Markel Brown, peut-être certains s'en souviennent, il a fait des piges à Brooklyn très courtes, mais en gros, c'était un autre arrière assez explosif, mais bref, qui avait une certaine cote. Il y avait surtout le Brian Nash. Alors vous, ça vous parle peut-être pas. C'était un nom Du très tout. connu à l'époque parce que c'était un top lycéen, je crois qu'il était top 10 de sa QV, le Brian Nash. Et donc oui, il y avait effectivement, pour appuyer ce que tu dis, il y avait un partage du ballon, il n'était pas seul dans son équipe universitaire, quoi. Et ça, c'est toujours difficile, et encore, ça rend le risque qu'il a pris encore plus gros. C'est-à-dire que on sait que quand même les jeunes prospects ils sont quand même pas mal tributaires de contexte ou d'utilisation de leur coach, etc., etc. Dédicace avec Alan et Calipari. Mais du coup, clairement, rester sur le truc et je suis vraiment même stupéfait d'accepter ça et de se dire bon bah je suis quand même tributaire d'un contexte, mais j'y retourne et je vais quand même essayer de m'améliorer alors que je maîtrise pas tout. Et C'est mais c'est important justement de souligner ce contexte parce que, comme tu le disais, ça lui a sûrement été très utile dans son adaptation en NBA et notamment chez les Celtics parce que chez les Celtics, il a justement toujours eu ce rôle qu'il a eu en NCAA, c'est-à-dire ce rôle de pas être nécessairement le seul ball handler dans l'équipe ou le seul joueur, euh, le franchise player, on va dire, l'option numéro 1. Et du coup, je pense que aussi bien sportivement que mentalement, ça l'a habitué en fait très tôt à être capable de jouer et d'être utile et efficace tout en n'étant pas forcément l'option numéro 1 ou en ayant des joueurs aussi importants à ses côtés. Et justement, Après, il était quand même pas mal responsabilisé du côté d'Oklahoma State. On n'était pas sur le même, pas comme à ses débuts à Boston, on va dire, où il est vraiment typé role player. À Oklahoma State, il est quand même, voilà, il est aussi resté pour ça, pour avoir plus de responsabilités. Effectivement, il n'était pas seul dans son équipe, mais voilà, c'est quelqu'un qui était à 18 points, 5 passes de moyenne. Certes, à côté, il y avait d'autres scoreurs, mais il y avait un vrai rôle. voilà, il avait un vrai rôle de meneur leader, quoi, en tout cas, dans son équipe-là. Et c'est peut-être aussi là-dessus où on a eu un peu des craintes, peut-être, parce qu'on se disait, le côté défensif et role-player, c'est génial, mais finalement, sur un très haut choix de draft, dans ce rôle qu'il avait eu en NCAA
créateur un peu plus majeur, on avait un peu peur, quoi, parce que dans ce rôle-là, il aurait été moins rentable en NBA, alors que comme tu dis, immédiatement, il s'est plutôt cantonné à être un role player défensif et ça a été génial. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de fans des Celtics et même des fans d'autres franchises NBA aiment beaucoup Marcus Smart. C'est pour ce mindset, en fait, ce côté de s'être dit à lui-même et pour l'équipe, ok, je peux faire ça, même si c'est en dessous de mes standards ou en dessous des attentes, du moins vis-à-vis de mon choix de draft, vis-à-vis du fait que j'ai été drafté 6e, je vais accepter de n'être entre guillemets que un role player. Et ça demande de mettre son ego de côté et ça demande quand même, c'est des choses assez rares en fait en NBA. Et d'ailleurs, alors justement, on va y passer au Marcus Smart d'aujourd'hui. Donc, comme je l'avais dit, c'est le joueur le plus ancien de l'effectif en termes d'années passées sous le maillot des Celtics. Et depuis qu'il a été drafté, les Celtics ont toujours été qualifiés en playoff. Mais il a surtout tout connu en termes de rôle, notamment en commençant par son rôle de 6e homme, on va dire de role player dans une équipe qui n'était pas forcément candidate au titre. Ensuite, il est passé 6e homme, enfin il est resté 6e homme, mais dans des équipes, notamment avec Isaiah Thomas ou même la période Kyrie Irving, Gordon Hayward, où là clairement on visait le titre. Et malgré tout ça, il y avait des doutes qui subsistaient là où il a maintenant un rôle de meneur à part entière. Robin, je vais te lancer là-dessus en premier avec cette question. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez Marcus Smart cette saison par rapport à son changement de rôle? Quelle est sa caractéristique, que ce soit basket ou autre, qui t'a le plus surpris? Où tu t'es dit, ah ouais, ok, je pensais pas qu'il était capable de faire ça, ou du moins de le faire à ce niveau-là avec ce changement de rôle. J'étais pas, en fait, quand on commence l'année dernière, moi je fais partie des personnes qui souhaitent le tester sur cette utilisation-là. Pourquoi? Parce que du coup déjà on avait eu quand même quelques années où il avait quand même un rôle, des fois la balle en main, etc., etc. Je dirais que ce qui m'a impressionné cette année, ou en tout cas ce qui m'a rassuré, plus qu'impressionné pour le coup, c'est sa stabilité. On sait que Marcus Smart, pour plein de raisons, a toujours été étiqueté comme un joueur un petit peu, des fois même fantasque, ou qui peut avoir les fils qui se touchent, etc., etc., sur des actions. Des fois, tu crées au génie, des fois, tu crées à la catastrophe. Mais à partir du moment où tu récupères le rôle qu'il a eu cette année, tu te dois quand même d'être une valeur étalon et une stabilité pour les line-up en fait que tu diriges finalement. Et je trouve que là-dessus, je l'ai trouvé plutôt très très rassurant, voire même convaincant en fait. Parce que justement il a amené voilà ce côté gestion, etc., mais avec je l'ai trouvé très linéaire en fait tout le long de la saison. J'ai pas vu des surperformances d'un coup et puis après pendant 10 matchs c'était pas bon du tout et tout. Donc ouais, je dirais sa régularité et le fait qu'il soit quand même très linéaire sur ses performances. Ça marche. Et Guillaume, est-ce que justement cette régularité, parce que du coup on sait que c'est à partir de cette saison que Smart a officiellement été meneur titulaire des Celtics, mais quand on regarde, au final, ça fait quand même 3-4 saisons, notamment parce que les meneurs titulaires, donc Kemba Walker et Kyrie Irving avant lui, ont souvent été blessés. Et au final, on se rend compte que sur les 3-4 dernières saisons, Marcus Smart a régulièrement joué une quarantaine, voire une soixantaine de matchs en étant le meneur titulaire. Euh, Est-ce que au final c'est pas ce changement de rôle en douceur, on va dire, où pendant 3 saisons il startait les matchs, mais il avait toujours cette étiquette de role player, de 6e homme. Est-ce que c'est pas justement ce changement progressif sur 3-4 ans avant de le placer en meneur titulaire qui l'a aidé en fait le jour où on lui a donné cette étiquette officielle de meneur titulaire à être plus efficace et régulier dans son rôle? Ou tu penses que c'est quelque chose qu'il avait déjà avant? Tu veux dire le fait d'avoir été le backup de meneur injury prone, ça l'a aidé pour cette transition? C'est ça. Peut-être en effet, peut-être. Après, moi je trouve que justement, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça avec le Marcus Smart d'avant, même d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et on regarde un peu au niveau de son impact. Voilà, il joue le même temps de jeu qu'à peu près il y a 2 ans, 3 ans, etc. Sa production statistique, elle est relativement similaire.
En fait, pour moi, la vraie différence, c'est que tu es passé, on va dire, il y a 3 ans d'une structure d'équipe où tu avais notamment un meneur plus gros qui pouvait être soit Isaiah Thomas, il y a un peu plus longtemps, soit Kemba Walker, soit Kyrie Irving, et puis à côté des jeunes ailiers, hein, Tatum et Brown, et tu es passé de ce modèle-là à aujourd'hui, finalement, Brown et Tatum qui ont explosé avec beaucoup plus de responsabilités, mais finalement, à côté, certes, il est rentré dans le 5 de facto, hein, en termes de titularisation ou remplaçant, mais en fait, c'est le même Marcus Smart qu'on a depuis toujours, en tout cas depuis quelques années, encore une fois. C'est plutôt pour moi la transformation, elle s'est opérée au niveau de Tatum et Brown, qui depuis, allez quoi, 2019 on va dire, depuis 3-4 ans, ouais, ont pris un volume beaucoup plus gros, mais finalement Smart est relativement similaire, je trouve. Alors, c'est bien qu'il le fasse dans un rôle de titulaire, effectivement, mais je trouve qu'au final, c'est relativement la même chose qu'il produit. D'ailleurs, si tu regardes un peu ces indicateurs statistiques de volume d'utilisation, on est sur du 20% 20, d'usage. 20, 20. C'est ça, ouais, c'est exactement pareil que les années d'avant. C'était même déjà le cas, il était déjà à 20% d'usage en 2017, pour dire, hein, quand il sortait du banc. Tu regardes au niveau de son efficacité, bon, ça augmente petit à petit, mais il n'y a pas non plus de grande différence. Au niveau de la production à la passe, peut-être un peu plus que d'habitude, parce qu'il a plus de ballons en tant que titulaire. Mais finalement, pour moi, le vrai changement, c'est la prise de pouvoir des deux jeunes ailiers, on va dire, qui eux, pour le coup, ont vu leur volume d'utilisation booster et exploser carrément. Là où Smart, finalement, il fait comme d'habitude. C'est juste que c'est peut-être le fit parfait, en fait. Le meneur qui ne nécessite pas justement beaucoup de ballons, qui est juste là pour faire tourner la boutique, on va dire. Et c'est le fit parfait à côté de ces deux jeunes ailiers qui, eux, ont beaucoup besoin de responsabilités et lui, il s'occupe du reste, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas tant de changements que ça et finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça non plus. Je comprends. Je voudrais quand même revenir sur un point. Personnellement, le truc qui m'a vraiment surpris chez Marcus Smart sur cette saison, et Robin le sait très bien, au début de la saison, quand on est parti avec Marcus Smart en meneur titulaire, j'étais pas spécialement réticent, mais je me disais, ok, je veux bien voir, mais j'ai un doute sur quelque chose, c'est sur le playmaking. Et c'était pas le côté, je pense pas qu'il en est capable, c'est le côté en fait un peu, je l'ai jamais vu faire, donc en fait je sais pas s'il peut le faire. Et du coup, je voulais juste voir s'il en était capable. Et c'est vraiment le point où j'ai été le plus surpris. C'est-à-dire que pour moi, les flashs de playmaking que j'avais vus de Smart, j'avais vu beaucoup de flashs de belles passes. Voilà, on voyait qu'il avait une vision de jeu que beaucoup de joueurs n'avaient pas sur le terrain. Il trouvait la bonne passe, notamment sa relation, je vais y venir un peu plus tard, mais sa relation avec ses pivots, avec Robert Williams notamment. Et ça, c'est des choses qu'on voyait, c'est des flashs qu'on voyait, mais je me disais, ok, c'est bien de le faire en sortie de banc face à des bancs adverses, même si Marcus Smart finissait souvent les matchs, mais il y avait pas mal de minutes qu'il jouait face aux bancs adverses. Je me disais, c'est beau de faire ces passes face à des bancs adverses, mais qu'est-ce que ça va être face à des titulaires? Et au final, qu'est-ce que vous avez pensé de ce playmaking que moi j'ai trouvé vraiment, que je trouve un peu sous-estimé en fait chez Marcus Smart, là où c'est vrai que parfois il a des pertes de balles qui me font un peu me tirer les cheveux, mais dans la globalité de sa saison, je trouve que c'est un playmaker très sous-estimé. Et quand je dis playmaker, j'englobe en fait le terme playmaker, vraiment la partie création pour lui, mais surtout création pour les autres en fait. Robin. En fait, si on regarde un petit peu les stats qu'a eu Marcus Smart sur sa carrière, c'est toujours quelqu'un quand même qui a été porté sur la passe de base. Déjà parce qu'il a pas de shoot, et ça a jamais évolué. Donc il a bien fallu qu'il existe quand même dans ses systèmes offensifs. Et ensuite, j'ai toujours personnellement trouvé que c'était quand même, sauf quand il a un petit peu les fistes qui se touchent, etc., quelqu'un qui prenait quand même plutôt soin du ballon, avec un ratio d'assist turnover qui était souvent très bon, malgré le fait que ce soit pas forcément un passeur tout le temps sûr. C'est-à-dire que des fois, il va tenter des passes qui sont difficiles. Donc, on a quand même quelqu'un qui n'hésitait pas des fois à tenter quelques passes qui sont pas faciles et qui malgré tout arrivait à avoir un ratio qui était très convenable. Pour vous donner une ordre d'idée, je crois qu'il est quasiment comme Malcolm Brogdon, voire même mieux, je crois, sur les dernières années. Donc,
Et du coup, je me suis toujours dit, bah écoute, en tout cas, pourquoi pas? Et je trouve que malgré tout, sur autant d'années de carrière quand même, encore une fois, c'est des indices qui peuvent te permettre d'être optimiste. Après, comme l'a dit Guillaume, pour le coup, c'est le gars parfait pour accompagner tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il fit parfaitement avec nos deux stars. C'est quelqu'un qu'on ne demande pas trop, qui a un niveau plancher, en tout cas sur ce qu'on va lui demander en termes de playmaking, etc., qui est suffisamment bon, pour pallier au manque de nos gars, mais aussi pour les laisser évoluer quand ils en ont besoin. Et du coup, il a juste trouvé sa place qui était barrée par meilleur que lui depuis des années, surtout par Kyrie Irving, etc. Parce que je parle vraiment de ces 2 années-là où je pense que peut-être qu'il a perdu du temps et qu'on l'a retrouvé un peu tard. Mais du coup, cet aspect playmaking, moi, me concernant, si on cherche, il y a quand même beaucoup d'indices. Alors, c'est toujours facile de le dire maintenant que ça s'est passé, bien sûr, mais qui font que, ouais, je pense que ça se tentait clairement en début d'année dernière. Bah, Mais après, en- c'est Ouais, vrai aussi vas-y. sur ce que tu disais on pouvait avoir un doute sur est-ce que ça allait se transposer effectivement de jouer contre des bancs versus jouer contre des titulaires effectivement. Après, je trouve que son profil de passeur est assez unique en NBA, j'ai envie de dire, où c'est soit si tu le compares à des passeurs d'élite, c'est peut-être le plus mauvais de ces passeurs d'élite. Soit si tu le compares à des meneurs gestionnaires, c'est le plus créatif des meneurs gestionnaires. Il a un truc assez bizarre là-dessus où bah, finalement il fait la passe simple, il fait tourner la boutique, il fait ce genre de choses, trucs intelligents. Mais il a aussi un petit truc créatif en plus par rapport à ce genre de profil un peu sobre, voire même beaucoup plus sur certaines séquences. Après, c'est vrai que moi, le côté perte de balle me dérange un peu plus que ça. Ma limite, bon, c'est pas comme tu disais aussi Robin, quand tu fais le ratio assist turnover, bon, ça rattrape aussi. Mais je pense que le reproche entre guillemets qu'on pourrait lui faire, c'est que bah, comparé à des vraies machines offensives, à des vrais moteurs offensifs d'attaque, il n'a pas cette capacité en fait à avoir un drive qui peut créer des décalages de par ce drive en fait. Typiquement, tu prends des Ja Morant, tu prends des Luka Doncic évidemment ou ce genre de profil. Comment est-ce qu'ils créent du jeu pour autrui? En fait, c'est de par leur capacité à péter plein centre en faisant du drive, ça crée des décalages un peu partout et ensuite ils sont capables de l'exploiter. Lui, c'est sur le côté passing, créativité, vision, il peut exploiter les décalages, mais c'est juste qu'il n'est pas capable de faire cette différence à volonté. Et c'est vraiment le terme, je pense, le plus important, c'est à volonté. Il peut pas faire ça quand il veut, il peut pas faire ça en quantité énormissime, mais en même temps, encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de le comparer à ce genre de profil pour dire que bah, c'est le plus mauvais de ces profils-là? Je pense pas. Et encore une fois, dans la construction d'équipe qu'a Boston actuellement, c'est-à-dire avoir notamment 2 autres créateurs sur les ailes, bah, en fait, juste un mec qui fait tourner la boutique et qui a même une touche de créativité pour en cerise sur le gâteau, bah, finalement, c'est parfait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais Surtout qu'en ça, plus, tu vois que son jeu sans ballon est plutôt pas mauvais et je le trouve très bon des fois aussi dans le playmaking sans ballon. C'est-à-dire que vu qu'il a pas cette capacité à créer le décalage tout seul, balle en main, etc., j'ai trouvé que notamment sur ces dernières années, c'était un des seuls qui off-ball attaquait plutôt bien la zone ou se positionnait bien pour aller faire une passe aussi de décalage dès qu'il recevait le ballon, etc., etc. Mm. Donc j'ai toujours bien aimé ce côté de Smart et je pense qu'il est dû au fait que comme tu dis, eh ben il a pas la capacité d'être un terrasseur de défense comme tu le dis dans un de tes podcasts, où justement, voilà, il a besoin soit des autres, soit d'avoir un mismatch réel pour pouvoir vraiment créer ce décalage, en fait. alors c'est un point très intéressant. Je voulais justement parler de ça parce que je pense, comme vous l'avez dit, Marcus Smart. Alors souvent, quand on parle de jeu off-ball, on a automatiquement, enfin, en tout cas moi dans ma tête très souvent, je pense au shooter, au jeu off-ball et du coup, voilà, la capacité des shooters off-ball à se démarquer. Et Marcus Smart, il a un playmaking off-ball qui est très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, en fait, il est un peu tributaire de ce que Tatum et Brown sont capables de créer offensivement comme mouvement pour ensuite pouvoir pouvoir faire une passe à Smart qui, lui, pourra générer la bonne passe au bon endroit au bon moment. Là où, justement, comme vous le disiez, d'autres meneurs peuvent le faire d'eux-mêmes. Un Chris Paul ou un Luka Doncic ou un Ja Morant vont de eux-mêmes, de par leur mouvement, leur déplacement sur le terrain avec la balle,
vont par eux-mêmes créer en fait ce décalage, là où Smart va avoir besoin que quelqu'un d'autre en fait crée le décalage. Et ensuite, quand le décalage est créé, on passe à Smart et Smart fera la bonne passe au bon endroit. En gros, si on schématise, c'est comme ça très souvent que ça marche avec lui. Et c'est là d'où l'importance en fait Tatum d'avoir un mec comme Marcus Smart à côté de lui et Marcus Smart d'avoir un gars comme Tatum à ses côtés. Après, je pense qu'il fait pas que il ne fait pas que profiter de décalage créé par autrui non plus. Je pense que tu vois, si tu le mets sur des pick and roll, il peut créer le décalage par lui-même. Sur certains drives, justement, il peut le faire aussi. C'est peut-être juste qu'il peut pas le faire en toutes circonstances et contre n'importe quelle défense. Alors c'est justement ce pick and roll, c'est justement un point aussi où je voulais en venir parce que avec Robin on en a souvent parlé et avec les autres membres du podcast. Il y a une chose que Marcus Smart fait très bien et c'est un des rares dans l'équipe, notamment en début de saison, qu'il le faisait, c'était servir Robert Williams. Et j'ai en tête énormément d'actions où Marcus Smart sur un pick and roll va balancer une passe, enfin un alley-oop en fait tout simplement à Robert Williams, et Robert Williams avec sa taille et ses qualités athlétiques, avec son jump il a juste à la rabattre tout simplement. Et ça c'est des points qui paraissent assez faciles en fait. Et très souvent, avec les gars du trèfle, on se demandait, mais quand on regardait les matchs, on se demandait, mais pourquoi on le fait pas plus souvent en fait? Alors bien sûr, au bout d'un moment, la défense s'adapte, mais ne serait-ce que de le faire 2-3 fois par match. Et ça, c'est des choses qu'on voit un match sur 3, on va dire. Et en dehors de Marcus Smart, je trouve que des gars comme Tatum ou Brown le font très peu, ou du moins pas assez à mon goût par rapport aux qualités de Robert Williams et à leur qualité de passeur, notamment de Jason Tatum. Ouais, Robin. En fait, pour ceux qui ont beaucoup suivi Boston cette année, on a un système en fait qui ouvre souvent un quart-temps, soit le match, soit une mi-temps ou quoi. C'est en fait Robert Williams qui part en dehors de la raquette. Il y a un ailier qui vient côté opposé pour poser un écran pour Robert Williams. Robert Williams plonge vers le panier et Marcus Smart qui est à l'angle 45 avec le ballon lui envoie une longue passe lobée en général. Et ça, c'est typiquement effectivement une passe il y a que Marcus Smart qui fait, en tout cas chez nous. Elle nécessite aussi quand même pas mal de choses. Hein. Techniquement, vous serez sûrement mieux placé que moi pour en parler. Mais déjà, faut vouloir la tenter parce que c'est quand même des passes qui sont difficiles. Et encore une fois, ça souligne quand même que Marcus Smart sur pick and roll ou même sur d'autres systèmes, sur ces choses-là, sur ces passes-là, il est aussi tributaire de ses coéquipiers clairement. On parle de Robert Williams, c'est-à-dire que en termes de catch and finish sur des alley-oop, on est tout en haut quand même de la ligue me concernant. Et du coup, c'est aussi le plafond un petit peu que je lui mets, et c'est pour ça que des fois je me dis, est-ce que c'est vraiment un bon joueur de pick and roll sur menace verticale, etc., ou est-ce que le fait qu'il ait quand même Robert Williams avec lui sur ces actions-là le rend aussi, le sublime un petit peu aussi, si tu veux. Mais après, c'est là où on voit aussi son bagage et son historique de vrai meneur, lui, pour le coup. Ouais. Là où, avec Tatum et Brown, on est déjà sur des ailiers qui n'ont pas eu cet apprentissage depuis très jeune, et qui surtout sont des ailiers même plutôt typés scoreurs hein, depuis toujours. Alors Tatum commence à faire pas mal de progrès depuis 2-3 saisons, et donc ça va de mieux en mieux, mais il n'a pas ces automatismes qu'ont des meneurs et des gens qui jouent comme ça depuis qu'ils ont 10-15 ans. Quoi. Enfin, je sais pas, mais Marcus Smart, ça reste quand même un vrai meneur. Quoi. Encore une fois, avec peut-être tous les doutes qu'on a toujours pu mettre sur son playmaking, il n'a pas, je sais pas, une créativité d'élite, il n'a pas un volume d'élite comme Chris Paul ou tout ce qu'on peut dire, mais ça reste un meneur. Et donc c'est là qu'on voit aussi que effectivement cette petite passe lobée, si tu es Tatum et que tu as toujours été en mode ailier scoreur dans toutes tes équipes à Duke ou même à Boston ou même avant en lycée, Jaylen Brown c'est un peu pareil, hein, même presque un peu, il part encore plus bas au niveau du passing, Jaylen Brown, que Tatum, je veux dire. Voilà, pour eux, c'est pas encore des automatismes. On verra si ça va le devenir. Pour Smart, ça l'est un peu plus de par son poste de meneur. Et après, c'est vrai que tu parlais de la dépendance à Robert Williams. J'avoue que ça, bon, je pars quand même du principe qu'a priori, dans des bonnes équipes, Smart aura toujours à peu près du matos pour faire ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, ta nuance. Ouais. Mais a priori, voilà. Sauf s'il se retrouve comme en début de carrière avec des Brandon Bass et des Amir Johnson ou des Kelly Olynyk, oui, c'est compliqué de décoller quoi. Mais ouais. Non mais je comprends ta nuance effectivement.
Mais bon, tant qu'il y a Robert Williams, a priori, ça devrait le faire, quoi. Ouais, c'est prévu normalement. Ouais. Bon, alors petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent, quand Guillaume a dit si Marcus Smart est dans une autre équipe, ça n'arrivera pas. Hein. Voilà. J'ai dit ça, moi. On Non, j'ai dit fera le magnéto. S'il était. La fiction n'est pas possible. Très bien les gars, alors maintenant on va se projeter. Je vous propose de vous projeter, sauf si vous voulez rajouter un truc. Mais Marcus Smart va du coup à 27 ans, il va entrer dans sa 9e saison NBA et dans son prime théorique, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui encore comme progression? On a parlé d'un shoot à 3 points qui est pas encore fiable, mais est-ce qu'on peut en attendre un progrès alors que ça fait déjà plusieurs saisons et on voit pas vraiment de progrès, même s'il y a eu des saisons meilleures que d'autres? Peut-être une capacité à maîtriser son playmaking qui parfois, comme on l'a dit, part un peu dans tous les sens, notamment avec beaucoup de pertes de balles qui peuvent parfois être un peu embêtantes parce que, comme Guillaume le disait, Marcus Smart c'est pas Chris Paul ou c'est pas Doncic ou Trae Young, ils tentent pas des passes même s'ils tentent parfois des trucs compliqués. La prise de risque n'est pas la même que ces joueurs-là. Donc voilà, est-ce que Guillaume par exemple, qu'est-ce que t'attends toi du Marcus Smart du futur proche, on va dire? Alors ça va être très sévère et ça ne l'est pas du tout. Je n'attends aucun progrès. Et en même temps, c'est pas grave du tout parce que c'est déjà un des tout meilleurs joueurs de NBA et que pour moi, tous les candidats au titre rêveraient d'avoir Marcus Smart. Donc c'est là-dessus où pour moi, c'est déjà un produit fini. C'est vrai qu'il n'a que 27 ans. Bon, si on le formule comme ça, on pourrait se dire, bon, d'accord, mais en même temps, c'est déjà relativement vieux, on va dire, en termes d'âge basketballistique, en termes de développement, je veux dire par là. 27 ans, on est déjà un produit fini, surtout lui. Et tu parlais un peu du shoot. Bon, je vais faire un peu mon moment geek. D'ailleurs, désolé, mais il a Vas-y, 28. Il a 28. Ouais, effectivement. Non, mais effectivement, sur Basketball Référence, il a 27. Bref, donc 28, oui. Et sur le shoot, je disais, je vais faire un peu mon geek des stats, pardon, mais les études un peu statistiques nous montrent depuis des années que, en gros, pour être sûr du niveau d'un shooter, il faut qu'on ait un échantillon de à peu près 700, 800 tentatives de tir. Quand on atteint cette barre-là, a priori, on peut se dire que, ok, le pourcentage qu'il fait sur cet échantillon, a priori, il est fiable, quoi. On s'est débarrassé du facteur chance. Bon, avec Marcus Smart en carrière, on est à plus de 2400. Donc, autant vous dire que l'échantillon est largement assez gros. Et je pense que c'est pas improbable, hein. Enfin, c'est pas impossible, pardon, mais pour moi, c'est improbable d'attendre des progrès conséquents à ce stade de sa carrière en ayant déjà démontré autant et en étant aussi tard dans son développement, à ce stade de son développement. Voilà, pour moi, c'est un produit fini. Donc, qu'il y ait parfois des saisons, par exemple au shoot, qui tape des 36, 37, 38% à 3 points une fois de temps en temps, oui, c'est possible. C'est possible parce que sur une saison, le facteur chance peut rentrer en compte. Après, je ne m'attends pas à ce qu'il finisse sa carrière en étant un shooter à 40% de moyenne, quoi. Et je pense qu'on est à peu près, encore une fois, sur un shooter qui est à son niveau. Et voilà. Des progrès seraient possibles, mais assez improbables pour moi. Je ne sais pas si Robin il me rejoint là-dessus. Alors complètement. Déjà parce que en fait, effectivement, tu vois qu'il n'y a jamais eu non plus d'année en fait où tu te dis tiens, il y a une anomalie ou quoi. C'est-à-dire que c'est linéaire. C'est-à-dire que tous les ans, il prend quasiment le même nombre de shoots. Tous les ans, il a quasiment. Enfin, moi, j'ai regardé un peu les stats là. Même en catch and shoot, notamment, en catch and shoot, il est mauvais. C'est-à-dire que même sur des tirs entre guillemets faciles, il a une saison à 38,7. Sinon, il n'y en a pas une, hormis l'année dernière, qui dépasse 33% en catch and shoot. Donc on est malgré, d'ailleurs c'est un peu bizarre parce que je trouve qu'au lancer franc il est pas si mal, mais on est clairement sur, à mon avis, un plafond qui n'arrivera pas à casser sur ce plan-là, en tout cas. Mais plus que casser ce plafond-là, je trouve déjà qu'il y avait quelque chose, et je pense qu'il devra continuer à le faire, mais il a commencé à le faire, c'est surtout sur sa sélection de tir, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que le vrai progrès de Smart, c'est pas de s'améliorer sur ses capacités pures, c'est surtout de savoir mieux les utiliser et savoir quand il doit le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'essor des Jay, grâce au recrutement par exemple comme Brogdon qui est un très bon catch and shooter, etc., on est aussi en capacité de pouvoir le délester de certaines
en fait de certaines choses qui soit se sentaient de faire, soit devaient faire. Et du coup, rien qu'en faisant ça, ça peut paraître pour une progression, alors que le joueur, lui, il a pas bougé en fait. Bah, écoutez, alors c'est un bonheur de faire un podcast avec vous parce que c'est exactement les points, notamment ce point de sélection de tir, c'est exactement ce que j'avais moi sur les axes de progression, c'est-à-dire que j'attendais, comme l'a dit Guillaume, j'attendais pas monts et merveilles, enfin j'en attends pas monts et merveilles pour le futur parce que ce qu'apporte Smart actuellement me satisfait beaucoup et je pense que c'est suffisant, on va dire, et très utile, comme tu as dit Guillaume, à une équipe qui vise le titre. Et en effet, je vais pas dire que j'attends des progrès dans l'efficacité au shoot à 3 points. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est une meilleure sélection de tirs, qui était déjà un peu meilleure cette année, je trouve. Euh, et qui, je pense, va dépendre aussi, comme tu l'as dit Robin, de ce qu'il y a autour de lui, en fait. Et je pense qu'avec des Tatum et Brown qui vont prendre de plus en plus de place dans l'attaque, avec un Malcolm Brogdon qui va aussi avoir ses tickets shoot, je pense que automatiquement Smart va avoir moins de tirs et va donc peut-être prendre de meilleurs tirs. Et pour moi, elle est là la progression. J'attends pas un Marcus Smart qui tourne à, je sais pas, je veux dire une bêtise, mais j'attends pas un Marcus Smart à 40% à 3 points. S'il reste à 33% à 3 points, très bien. Mais par contre, il faut que ce soit des tirs qui sont pris en rythme, qui sont pris dans le rythme de l'attaque, qui sont pris au bon moment, et pas ce qu'il a pu nous faire encore parfois cette année, un pull-up 3 en montant la balle alors qu'il reste encore 18 secondes au chrono. Ce qui est paradoxal, c'est que je trouve qu'il est quand même, alors toute proportion gardée, hein, mais je trouve que malgré tous les pourcentages absolument cata qu'il a depuis le début de sa carrière, il est quand même encore un petit peu respecté. On le voit par exemple sur la dernière action du premier match contre les Nets, il y en a quand même deux qui sautent pour aller contrer un tir de Marcus Smart à 3 points. Donc la feinte est faite, il passe sur Tatum, il y a un spin et ça donne le buzzer. Mais je, ça va être très difficile. Je pense que c'est très difficile pour lui de se positionner aussi dans il faut que je shoote suffisamment pour être respecté et il faut que je shoote correctement pour rester un minimum, j'ai bien dit un minimum rentable en fait. Et je pense qu'il est entre ces deux eaux-là. Ça va dans le bon sens déjà parce qu'on l'entoure mieux et parce que cette année en tout cas c'était mieux. Mais en tout cas je rejoins complètement aussi Guillaume sur le fait que quoi qu'il arrive, Smart aujourd'hui est un produit fini. Je pense que ce côté faire peur aux défenses, enfin être respecté en défense, parce qu'on sait aussi que Smart a un peu ce côté, euh, j'ai perdu le terme, mais streaky. Il a un peu ce côté où parfois Smart, quand il met des 3 points, ça lui a déjà arrivé d'en rentrer 2, 3 d'affilée, et au final, à la fin du match, il finit à 7 sur 9 à 3 points. Et d'ailleurs, il me semble que de mémoire, il y a un match comme ça. Je crois que c'est la saison, alors pas la dernière saison écoulée, mais celle d'avant, où il bat un record de Larry Bird, où il y a une histoire comme ça, où il passe Paul Pierce au classement des meilleurs shooters à 3 points. Enfin, il y a une histoire comme ça, il faudra le retrouver, euh, où il fait un match où il doit finir, ouais, je pense qu'il met 6 ou 7 3 points dans le match, je crois. Ce qui paraît insensé, en fait, pour un joueur comme Marcus Smart. Après, s'il fait des matchs à 7 sur 9 et qu'il est à 32% en carrière, ça veut dire qu'il fait aussi pas mal de matchs Oui. à 0 sur 9. Ah bah, clairement, Non, clairement. mais, attends, c'est juste pour la blague, mais après, peut-être la question qu'on peut se poser aussi, c'est à quel point est-ce que l'arrivée de Brogdon et le développement toujours plus grand de Brown et Tatum en tant que porteur de balle, finalement, à quel point ça peut un peu le pénaliser lui, ou en tout cas, sa présence peut de plus en plus pénaliser l'équipe dans le sens où, finalement, quand c'est lui qui tient la balle, le spacing, c'est les autres, c'est pas lui. Là, si tu vas commencer à donner de plus en plus de ballons à Tatum notamment, Brown qui va en mobiliser pas mal, et donc arrive Malcolm Brogdon qui pourrait lui aussi être un porteur de balle, si de plus en plus du coup tu utilises Smart off-ball et non pas avec la gonfle, le spacing c'est lui. Et le problème, comme l'a dit Robin, je crois, sur les catch and shoot, ça n'a jamais vraiment été trop ça. Donc je me demande à comment ça va se goupiller un peu ce jeu entre lui va être avec le ballon, avec qui il y aura sur le terrain à côté de lui, pardon. Après aussi, pour peut-être être un peu plus positif,
quand même souligner que en général le shoot c'est quelque chose qui vient avec l'âge, on va dire de plus en plus au niveau des carrières, sur les fins de carrière, les joueurs en termes de shoot ont toujours de plus en plus de meilleurs pourcentages parce que il y a un côté mémoire gestuelle qui est très important dans le jump shot et en fin de carrière, la mémoire gestuelle est beaucoup plus forte qu'en début de carrière évidemment, et puis même au niveau du toucher de balle, ça aussi on voit qu'au bout de 7, 8, 10, 15 années en carrière, le toucher de balle s'améliore beaucoup sur jump shot, donc ça aide aussi. L'exemple, c'est toujours Jason Kidd, qu'on prend souvent, mais parce que c'est vrai, avec l'âge, les joueurs ont tendance à être de plus en plus meilleurs shooters. Donc voilà, si vous l'avez encore, Marcus Smart chez vous, et je vous le souhaite, dans 2, 3, 4, 5, 6 ans ou plus, je pense que c'est pas non plus dingue de s'attendre à ce qu'il passe de shooter en dessous de la moyenne à shooter au niveau de la moyenne, voire un peu plus au-dessus. Est-ce que, alors c'est pas vraiment le sujet, mais est-ce que justement ce côté être meilleur shooter en fin de carrière, c'est pas, notamment pour les meneurs, ça vient pas aussi du fait que avec l'âge t'es moins athlétique, du coup peut-être ton corps souffre un peu plus, t'es un peu plus sujet aux blessures, du coup t'as tendance à t'éloigner, on va dire, de la raquette, à être moins dans le drive et donc plus à travailler ton shoot. Je sais pas si. Non, peut-être, oui, non, c'est ça. Et plus du travail, et au fur et à mesure que les années s'accumulent, je sais pas moi, si dans les matchs et à l'entraînement, tu prends, je sais pas moi, 20 000 tirs dans une année, au bout de 10 ans de carrière, t'en as beaucoup, quoi, des 20 000 qui s'accumulent au bout de 10, 12, 13 ans de carrière. Donc en termes, encore une fois, de mémoire gestuelle, ton cerveau, il est quand même plutôt pas mal pour être plus régulier, quoi, si on peut le formuler comme ça. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ta blague, je reviens par rapport à ta petite blague sur le fait que si Smart faisait des matchs à 7 sur 10 au shoot, c'est qu'il y en avait un paquet où il était pas bon. Et alors, du coup, j'ai vérifié, donc c'était la saison dernière, où il fait un match à Milwaukee, où il fait 7 sur 10 à 3 points. Et le match juste avant, à Milwaukee également, c'était un back-to-back à Milwaukee, où il fait 2 sur 10. Voilà. Donc voilà. Et en fait, Smart expérience. C'est exactement ça. Et en fait, le problème sur ces stats-là, ce qui me gêne, c'est pas que Marcus Smart mette que 2 shoots à 3 points, c'est qu'il en prenne 10. Ah oui, mais ça, c'est Marcus Smart. Mais voilà. Mais Marcus Smart, pour moi, ça a été très longtemps c'est Ben de Envergure qui m'avait donné cette expression du non-non-oui. C'était Marcus Smart, c'était mon non-non-oui player, un peu mon no-no-yes, parce que quand il shootait, je disais non, et oui, ça rentrait, des fois. Et en fait, c'est très souvent, quand Marcus Smart shoot, il y a très peu de moments où, quand Marcus Smart prend un shoot, je me dis, oh yes, c'est bon. Très souvent, c'est, oh putain, merde. mais c'est ce qui est difficile, en fait, pour analyser de toute façon le joueur qu'est Marcus Smart offensivement. C'est, en fait, il faut déjà qu'on arrive à se décrocher de l'aspect l'un des plus importants offensivement, c'est cet aspect finition, en fait. C'est-à-dire que off-ball, il est très intéressant. Balle en main, c'est intéressant. Sur du playmaking, c'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure aussi, c'est un joueur qui accentue très bien l'effet boule de neige qui est mis par une attaque, en fait. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui arrive à créer un décalage, Marcus Smart est très très bon dans le fait de accentuer ce décalage et de le perpétuer ou de l'entretenir. C'est quelqu'un qui sait servir les joueurs au bon moment. C'est quelqu'un qui est plutôt efficace à côté du panier ou en tout cas dans la zone des lancers francs. Et c'est quelqu'un en plus qui en post-up sur des mismatchs est plutôt convaincant aussi. Et en fait, le problème c'est qu'il a une étiquette qui lui colle à la peau, c'est ce shoot. Et qui empêche aussi d'avoir énormément de recul sur ce que Marcus Smart fait ou permet sur une attaque. Donc c'est vraiment pas facile. Moi je sais que j'ai galéré pour essayer de préparer un peu le podcast, etc. C'est un joueur en plus où qui est du coup caractérisé défenseur, etc. Et à qui on n'hésite pas à mettre une étiquette en fait. Et pour se sortir de cette étiquette-là et pour pouvoir expliquer pourquoi faut sortir de cette étiquette-là, etc., c'est pas facile, je trouve. C'est vrai que c'est compliqué comme tu l'as dit, le fait qu'il soit étiqueté défenseur, très bon défenseur, et mauvais attaquant. Mais mauvais, shooter, on va dire. C'est un mauvais shooter, c'est pas forcément un mauvais attaquant. Exactement. Et beaucoup, je pense que c'est ce qui explique le fait que son playmaking notamment soit assez sous-estimé et de manière plus générale son importance dans l'attaque d'une équipe. Parce qu'on se dit, un meneur qui sait pas shooter,
Et vu qu'il n'a pas les ratios assist turnover de Chris Paul ou Trae Young, on se dit bah attends, à quoi il sert dans l'attaque en fait? Et je pense que c'est ce qui explique le fait que son playmaking et son utilité de manière générale dans une attaque soient assez sous-estimés. Après, il y a aussi je pense, il faut de plus en plus délaisser la notion des postes et plutôt parler en termes de rôle. Et c'est vrai que là où c'est peut-être injuste pour Marcus Smart aux yeux de beaucoup de monde, c'est que on le compare au poste de meneur pour le coup, et donc avec les a priori, les exigences qu'on a toujours eues sur le poste de meneur, qui doit être le meneur qui crée. Marcus Smart, il peut créer, mais ça va pas être ton créateur à gros volume classique du poste de meneur, mais il y a quand même de la valeur derrière, quoi. C'est ça qui est aussi important à noter. En termes de rôle, ça va pas être le créateur principal, mais c'est quelqu'un qui peut s'insérer dans à peu près tous les contextes, quoi. Et encore une fois, pas que tous les contextes, même dans tous les contextes d'élite. Je veux dire, tu mets Smart à Golden State, c'est parfait. Tu le mets à Dallas, c'est parfait. Tu le mets, voilà, à Brooklyn, bref, c'est parfait. À Miami, enfin voilà, n'importe où en fait, il serait parfait avec en plus une capacité à être polyvalent et de comment dire, de pas réclamer beaucoup de ballons, donc ça peut faciliter aussi son insertion dans n'importe quel type d'équipe. Donc c'est là-dessus où il a vraiment énormément de valeur, et je sais pas si on touche deux mots de la défense ou pas en termes de se projeter pour l'avenir. Je sais pas On a si réussi à tenir longtemps sans parler de défense, donc va falloir qu'on s'y mette. Mais C'est ça qui est génial. Ça me plaît parce que justement, comme on l'a dit, Marcus Smart, très souvent, tu parles à n'importe qui suit la NBA, tu lui dis Marcus Smart, le premier mot qui te vient, c'est défense. Et je trouve ça bien d'avoir justement réussi à parler en fait très longtemps de Marcus Smart sans avoir, je vais pas dire évoqué, mais sans s'être attardé sur la défense. Mais du coup, oui, on peut dire 2-3 mots sur la défense. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Vas-y Guillaume, t'étais parti. Alors c'est là où je vais me faire virer du podcast, c'est ça? Non, parce que je suis d'accord avec toi. J'aurais pas forcément voté Smart en défenseur de l'année 2022, mais c'est pas très grave. C'est pas trop le débat. En plus, non, ce que je voulais dire, c'est je pense que là aussi c'est un produit fini, et là aussi, j'insiste également, même chose, c'est pas grave parce qu'en fait il est déjà, alors plus en défense qu'en attaque. En attaque, il est valuable. En défense, il est fantastique dans son rôle, quoi. C'est là où c'est important de le souligner, et peut-être je laisserai Robin en dire plus, mais ce que je voulais aussi souligner, c'est que on parle beaucoup de sa polyvalence en termes de défenseur et le fait qu'il peut défendre des meneurs, mais il peut aussi switcher sur des gros. Et c'est vrai, mais ce qui me semble aussi important à dire, et là où il est beaucoup plus valuable que d'autres profils qui aussi peuvent switcher, c'est que il est aussi très polyvalent off-ball, donc dans la défense collective et dans les rotations loin du ballon. C'est pas juste quelqu'un qui peut switcher sur tout le monde, c'est aussi quelqu'un qui, dans une défense, peut tenir n'importe quel rôle, de n'importe quelle position sur le terrain. C'est-à-dire que s'il doit occuper l'espace en tête de raquette pour boucher l'espace, il peut le faire. S'il peut être dans le corner pour faire une rotation au panier, pour protéger le panier, il peut le faire. S'il doit faire ces fameux X-out avec un deuxième défenseur pour croiser, il peut le faire. S'il fait faire des switches à plusieurs, à 2 ou 3 joueurs pour coulisser, il peut le faire. Enfin bref, il peut faire à peu près tous les rôles de défense off-ball. Et je trouve que c'est pas assez souligné, et c'est vraiment ça qui le rend spécial en fait. C'est pas que le fait de switcher sur tout le monde, c'est aussi que off-ball, au-delà même de sa communication, il est capable de faire des actions partout sur le terrain que, on va dire, allez, peut-être 2 ou 3 autres meneurs ou extérieurs NBA peuvent faire, mais il est assez unique en ce sens, quoi, je trouve. C'est moi ce qui c'est le point qui me le fait différencier de Jrue Holiday, en fait, où je trouve qu'il est un chouïa meilleur que Jrue sur ce point-là. En fait, effectivement, t'as vraiment tout dit au niveau de off-ball. C'est un joueur qui est absolument fantastique, et on a beaucoup parlé, par exemple, cette année de la saison de Robert Williams dans l'utilisation du low-man, etc., etc. Marcus Smart est absolument primordial dans le fait de pouvoir protéger ces gars-là en permettant des switches off-ball, en allant le rechercher, en le replaçant, etc., etc., en pouvant gérer des 2 contre 1 pour que justement Robert Williams puisse aller se jeter sur un double rideau, etc., etc. Et ça, en fait, c'est un chef d'orchestre défensif. Et là où je suis vraiment impressionné, c'est qu'en plus, il le fait de l'extérieur. C'est-à-dire que très souvent, et on l'a vu par exemple avec Draymond Green ou des grands défenseurs dans l'histoire, c'est quand même plus souvent des postes qui sont adaptés à des intérieurs, parce que du coup vous êtes au cœur de la défense. Tu vois tout le terrain en fait.
Exactement. Et là, en fait, on a un extérieur qui, Guillaume et Antoine sur le podcast de Guillaume l'avaient parfaitement dit, où justement le fait d'être extérieur, t'es déjà de base moins influent, d'accord? Et en fait, la capacité qu'a Marcus Smart à se rendre quand même autant influent, elle est absolument fantastique, comme disait Guillaume, et elle est due vraiment à ce jeu off-ball multitâche, parce que il peut se rendre intéressant et utile absolument dans n'importe quelle circonstance. Et Et c'est ça qui est ce QI incroyable. défensif aussi, Ouais, c'est qui est ça qui est incroyable. incroyable, c'est parce que par exemple, on voit encore beaucoup de fans de Boston, quand un joueur est chaud en face de nous, réclamer Marcus Smart sur lui. Tu sais, ouais, pourquoi c'est pas Marcus Smart qui le prend, etc., etc. Et en fait, il faut bien qu'on se rende compte que Marcus Smart, il est pas forcément utilisé comme le mec qu'on va mettre sur le meilleur attaquant d'en face, en fait. Il est juste utilisé comme la pièce qui rend ta défense absolument fabuleuse, et c'est très bien comme ça, en fait. Et surtout qu'en plus, en fonction de l'attaquant qui est en face, si, alors je sais pas, je vais dire des bêtises, mais enfin, je dis n'importe quoi, mais par exemple Kevin Durant qu'on a eu en playoff, si l'attaquant d'en face c'est un mec comme Kevin Durant ou ce genre de gars qui est capable de créer pour lui, mais aussi de créer pour les autres, Mhm. t'as limite tu préfères avoir Marcus Smart ailleurs pour en fait anticiper la passe ou le Exactement. décalage que ce joueur va créer. Il est Là excellent où sur les lignes de passe, c'est il est ça, excellent sur les aides. là où en fait si tu mets Smart sur Durant, bah en fait t'auras plus le QI basket et le leadership et vraiment la vision des lignes de passe, etc., de Mhm. l'anticipation de Marcus Smart ailleurs en fait, tout Je simplement. trouve qu'en fait, c'est un des seuls joueurs extérieurs défensifs. Alors, sur par exemple cette année, parce que cette année, il n'y a pas eu Ben Simmons aussi, que je trouve excellent là-dessus. Et en fait, c'est un des seuls joueurs qui, off-ball, est une menace pour l'attaque. En Ouais. fait, il est menaçant. C'est-à-dire que vraiment, sa présence influe alors qu'il peut être le joueur côté opposé. Et par exemple, ça fait des années, notamment contre Philadelphie, où on a toujours dit qu'Horford était excellent sur Embiid. J'invite tout le monde à revoir les matchs contre Philly, etc., etc. Une des pièces majeures de la défense contre Embiid est Marcus Smart qui vient aider dès que Embiid a commencé son post-up ou a posé le ballon, ou qui est une menace continue sur le fait que bah soit je viens de piquer la balle dans les mains, mon Jojo, soit sinon bah t'es déjà pas un excellent passeur, et ben j'existe aussi sur la ligne de passe. Et encore une fois, dans tous tes plans défensifs, en tout cas qui marchent et qui sont performants, tôt ou tard t'as son nom qui revient. Et Je, encore une fois dans un rôle différent. je pense que je mettrais quand même Ben Simmons en meilleur défenseur de post-up de Ouais. Joel Embiid devant Marcus Smart, hein, quand même, parce que, parce que le manque Mais de spacing de Ben Simmons ouais, était assez handicapant. Non, je rigole, mais tu vois, c'est par vrai. exemple, sur le côté, ça on l'a pas beaucoup expliqué, non, enfin, on l'a pas beaucoup explicité non plus, mais le côté instinct défensif de fou, quoi, parce qu'il y a l'intelligence, mais tu as aussi des instincts parfois où voilà, il est redoutable pour sauter certaines lignes de passe, comme tu viens de dire, ou certaines lectures. Voilà, je te disais tout à l'heure, moi j'ai fait mon scouting report à l'époque, 2014. Bon, grosso modo, je commençais le scouting, donc bon, bah, j'ai mis, voilà, ah bah tiens, c'est une interception ça. Là, j'ai revu les images avec mon œil d'aujourd'hui, je dis, ah ouais, c'est pas juste une interception en fait, ce qu'ils faisaient déjà à l'époque, tu voyais des lectures à la fac, je parle à la fac, Hmm. des lectures de jeux défensifs extrêmement avancées. Et que clairement tout le monde n'est pas capable, quoi. C'était même à la fac, je veux dire, c'était pas qu'un accumulateur de style un peu facile, quoi. Tu avais des lectures sur des remises en jeu, des alley-oop ou des trucs comme ça, ou alors il surgit depuis le côté faible, ou alors, enfin, c'est assez, c'est assez dingue ce côté playmaking depuis le poste derrière, comme tu dis, qui est assez redoutable et qui fait penser à certaines années, parfois qu'on a pu voir de Kawhi Leonard, qui pouvait être comme ça au milieu des Ouais. années 2010. Ouais, parce que t'as l'interception, t'as un peu t'as la bonne interception et la mauvaise interception. T'as un peu l'interception où en fait c'est plus une perte de balle de l'adversaire C'est ça, qu'une ouais. véritable interception. Et t'as l'interception où c'est vraiment la passe est bonne, tout est bien. C'est juste que le joueur défensif est meilleur en fait. Mm, tout à fait. Il a une science de la défense. D'ailleurs, il y a plein de séquences où il défend off-ball, il regarde pas le ballon. Il occupe des espaces, et en fait, tu vois qu'il regarde pas le ballon.
et parce qui qu'il reste il sait concerné, où- dangereux. Il sait où ça se passe et du coup, c'est à mon avis ce qui rend ce joueur assez unique sur la planète NBA à l'heure actuelle. Au niveau des défenseurs extérieurs, j'en mets pas beaucoup dans son tiers en termes de défenseurs extérieurs. Je peux accepter qu'on en mette bien sûr dans le même tiers, mais ouais, j'ai peut-être Drew Holiday. Peut-être Lou Williams? Non. Euh, j'ai Ben Simmons, j'ai trouvé très très fort sur une de ses années affiliées aussi. Je l'avais trouvé assez incroyable, Ouais. mais encore un peu moins concerné off-ball, tu vois. Il y a ce côté off-ball, il n'y a pas vraiment. que off-ball qu'il est moins concerné apparemment. Mais du coup, c'est vraiment un défenseur. Et après, en plus, tu ramènes donc le côté off-ball qui le différencie. Mais après, sur l'homme, il reste en plus très 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 performant. C'est-à-dire qu'il passe les écrans d'une façon assez impressionnante. Il concède peu de fautes. J'ai toujours été impressionné, malgré le gabarit qu'il fait, de passer aussi bien à travers certains écrans. Je comprends pas. C'est ce que je voulais dire. Moi, j'aurais même dit, je suis toujours étonné de sa mobilité par rapport au. Mm, mm. Bah, c'est un beau bébé quand même, donc je suis toujours épaté par sa mobilité, notamment latérale. On sait que c'est pas forcément toujours simple quand t'as son gabarit. Moi, c'est toujours un peu sa mobilité qui me surprend. Bah, c'est là qu'il y a une question de moteur aussi, je pense, hein, et d'intensité. Parce Ouais. que intrinsèquement, sa mobilité, elle est pas plus. Enfin, il n'a pas non plus comment dire, des mollets plus explosifs que d'autres, hein. Enfin, je veux dire, en NBA, il y a plein d'athlètes incroyables. C'est juste que lui, il a toujours mis l'intensité, toujours mis la technique défensive aussi de bien s'orienter au moment de traverser l'écran ou ce genre de bien s'orienter au moment de coulisser. Et là-dessus, il est très bon à la fois la technique, la précision des gestes, mais en plus, donc, ce côté intensité et moteur infatigable. Et juste pour dire aussi le côté polyvalence sur l'homme, je ne sais pas lesquels de vous deux en parler. Voilà, encore une fois, il y a des séquences comme ça que j'ai retrouvées, même à la fac déjà, hein, ça je m'en souviens. Et notamment, il était dans la même conférence que Joel Embiid. Il était dans la Big 12 à l'époque. Et tu as certaines séquences où il switch sur Embiid à l'époque, le Embiid de Kansas, ou certaines séquences contre, alors je sais plus qui c'était, Ohio State, non, Iowa State, pardon, l'équipe de Fred Hoiberg. Bref, il pouvait switcher déjà à l'époque énormément sur beaucoup de postes, et ça, on le retrouve aujourd'hui en NBA. Et surtout, tu as parlé un peu de Drew Holiday, Robin. Je trouve que la valeur de Smart, et je te rejoins, je trouve un peu meilleure en termes de défense off-ball. Je trouve que Smart a une valeur décuplée aussi, on ne l'a pas dit encore, mais parce que les schémas de Udoka sont aussi ce qu'ils sont cette année. À C'est savoir ça. beaucoup de switch et beaucoup d'une défense extrêmement polymorphe qui doit toujours être changeante, qui doit toujours bouger de partout, avec aussi, comme tu disais, le rôle de Robert Williams qui doit être mis dans une certaine position, et donc il faut que tout tourne autour de lui aussi. Bref, c'est quelque chose de très changeant, et c'est là-dessus où je trouve que Smart brille d'autant plus, c'est que lui, il est capable de faire ça, c'est le défenseur dynamique ultime sur ce poste d'extérieur, avec en plus le côté communication qui aide pas mal à faire que tous les rouages fonctionnent bien, quoi. Il est capable de bonifier les autres, en fait. Ça marche. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc. Honneur à toi, Guillaume. Vas-y. Non, pas forcément. Juste, il me semblait avoir vu que son contrat allait augmenter, c'est ça, sur les prochaines années? Je l'ai Là, pas en tête, mais alors, ouais. au moment où il signe, il est à 14, 17, 18, 20 et 21 sur sa dernière année. Ouais, parce que tu vois là, Marcus Smart à 13 millions ou 14 en 2022, c'est génialissime. Je sais pas si je suis alarmiste ou alarmé pour l'instant. Il sera pas non plus si vieux que ça, mais quand on sera à 21 millions l'année et qu'il sera plus vieux, bon, peut-être que ça sera moins rentable qu'aujourd'hui, mais en fait, c'est peut-être surtout qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rentable, et que juste dans 4-5 ans, ce sera juste normal, quoi. Bah, en fait, sur le coup, au début, quand il avait signé sa prolongation, c'est ce que je m'étais un peu dit. Sauf qu'après, je me suis dit que on voit la vitesse à laquelle le cap et les contrats augmentent en NBA. Et je me dis, en fait, un 20 millions dans 4 ans, je serais pas choqué si ça vaut un 14-15 millions de cette année. C'est Je pas veux faux. dire, par Ouais. rapport au salary cap, à l'explosion du cap space et tout ça. Mm. Je pense que 20 millions, ce sera, 20, entre guillemets, pas grand-chose. 20 millions, donc c'est 2024-2025 et 21 millions, c'est 2025-2026. Donc Je crois que le il aura à nouveau peu près la contrat télé, trentaine. c'est 2024, je crois d'ailleurs.
Donc là-dessus, je suis un peu comme Titon, j'ai vraiment confiance dans le fait que en fait c'est calqué sur l'évolution du cap et que finalement tu seras à peu près sur la même rentabilité. Alors pas que cette année, parce que cette année pour 16 millions, je le trouve quand même très très rentable. Mais pour l'année prochaine, il sera à 18 et je pense que c'est à peu près équivalent, tu vois. Je le mettrai là-dessus, moi. Après, on sait aussi que les contrats NBA, enfin, quand tu donnes un contrat à un joueur, c'est une projection pour plus tard, mais c'est aussi pour le remercier, on va dire, enfin, pour le récompenser de ce qu'il a fait actuellement. Donc, du coup, Je sais pas, en plus avec notre nouveau général manager qui est Stevens, c'est sa première signature d'ailleurs. c'est pas celle de Robert Williams, la Ouais, ou en première. tout cas c'est une de ses premières. Euh, on n'a pas assez de recul pour savoir un petit peu comment aussi il fonctionne. Je suis pas sûr qu'il ait tendance à récompenser les gens. Je pense qu'il a vraiment foi dans le fait que bah justement, comme disait Guillaume, il y a un effectif qui sublime Marcus Smart et que Marcus Smart sublime. On est vraiment sur une entente parfaite et que du coup, potentiellement, il va continuer à amener sa pierre à l'édifice de cette façon jusqu'à la fin de son contrat actuel. Je suis pas sûr que les général managers éventuellement sur Udonis Haslem, mais bon. Mais sinon, Non, mais sur je des l'ai joueurs encore aussi importants, Parlons de je joueurs pense. NBA, Robin. Ouais, t'as raison. Non, mais je voulais pas dire récompense dans ce sens-là, mais quand tu donnes un contrat à un joueur, c'est par rapport à ce que tu as vu en fait de lui. C'est Mhm. ça que je veux dire. Et donc Mm. forcément, peut-être que dans 3 ans, ce que Marcus Smart va produire ne sera peut-être pas à la hauteur de son contrat dans 3 ans. Peut-être Mais qu'il sera au-dessus, peut-être qu'il sera en dessous. encore une fois, Après, l'avantage qu'on a, nous, c'est que le général manager a coaché nos gars. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que on a vraiment quelqu'un qui a été pendant des années avec ce joueur, qui connaît le joueur à la perfection, et du coup qui a des attentes, ou des espoirs, ou en tout cas qui sont vraiment beaucoup plus précises et sûrement même plus justifiées que nous, personnes lambda ou fans lambda, qui voyons le joueur, tu vois. Et ça me rassure énormément sur les contrats qu'a fait signer Stevens. d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties comme quoi, bah d'ailleurs, Marcus Smart était un des chouchous entre guillemets de Brad Stevens déjà à l'époque où il était coach. Je Surtout crois quand t'as que Zaya son année Thomas, je pense rookie, que il est t'aimes déjà là en ça. plus, hein, non? Ouais, Brad Stevens est déjà là quand ouais, Smart ouais. arrive, quoi. C'est un de ses premiers joueurs. Mais ouais, je crois que les deux arrivent en même temps en fait. Enfin, l'année où, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'année où Smart se Non, je crois fait qu'il y a un an de draft. décalage, Stevens arrive en 2013, été 2013, Ah, et ouais, Smart 14, ouais. Mais bref, non, mais c'est voilà. ça. C'est ouais, Est-ce que tu me parfait. permets une Ouais, dernière question pour vas-y, vous, du coup? vas-y, je Euh, t'en prie. à quel point est-ce qu'il est intouchable, à vos yeux, en termes de trade? Je fais exprès d'être provocateur, mais on sait que la NBA est toujours très changeante et qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le marché, par-ci, par-là. À quel point est-ce que vous le mettez haut dans la hiérarchie des intouchables? Ou est-ce que c'est vraiment la catégorie des bon, ben, à part si on propose Stephen Curry, non, on n'y touche pas, quoi. Robin, je te laisse la parole. Ouais. Alors moi me concernant, j'ai une politique qui est très très dure, mais j'essaie vraiment d'enlever l'affect et je pense que c'est ce qu'il faut faire si vous écoutez le podcast là. On aurait dû même le dire au tout début. Marcus Smart est un joueur où il faut vraiment essayer d'enlever le plus possible l'affect du joueur, que ce soit dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Je suis pas loin, je pense, de le C'est mettre l'école Daniel, ça. sur le même tiers que Brown. C'est-à-dire que pour moi, intouchable, j'ai que Tatum à l'heure Mhm. actuelle. D'accord? Et je veux le tiers d'en dessous, j'ai Brown où je veux bien le trader, mais par contre, du coup, faut vraiment que ce soit du très très lourd et c'est pas négociable. Je pense que je suis pas loin de mettre Smart vu la saison qu'il vient de me faire euh, au niveau de Jalen Brown. Je le En mets fait, encore un peu en dessous, mais je suis pas loin. je suis un peu comme Robin. Moi, le seul truc que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, je pense que Marcus Smart, c'est le genre de joueur où peu importe le trade, s'il se fait trader, peu importe le trade, il y a une des deux parties qui sera déçue en fait. Je pense que vis-à-vis des fans des Celtics, Smart en fait c'est le genre de joueur qui est trop important au-delà du côté sportif.
en termes de leadership, en termes d'âme d'équipe. En fait, il est trop important. Il vaut plus que ce que le joueur est réellement, basketballistiquement parlant, je À veux dire. Boston. À Boston, voilà ça. En fait, c'est le genre de joueur ce qui vaut à Boston est plus élevé que ce qu'il vaudrait dans une autre équipe. Je sais pas si on voit ce que je veux dire, Je suis assez d'accord. et du coup, je pense que de par ce principe-là, c'est typiquement le gars qui, s'il se fait trader, soit on a la contrepartie que vaut ce type de joueur basketballistiquement parlant, et dans ce cas-là, les fans des Celtics seront déçus, soit on a la contrepartie de ce que vaut le joueur réellement, enfin, de ce que vaut le joueur en termes d'âme dans l'équipe des Celtics, etc. C'est vraiment ce qu'il représentait. Et dans ce cas-là, nous, on sera super contents, mais les fans de la franchise adverse sera déçus parce qu'ils vont avoir l'impression de s'être fait dépouiller pour Marcus Smart. Je crois que mon explication est pas du tout claire, mais mais, Si, mais voilà. j'ai compris. Donc voilà, je sais pas si on t'a apporté une réponse. Mais... Oui, non, c'était très bien. Effectivement. Après, c'est toujours la difficulté de toute façon parce que Smart, je pense que c'est au sein de la fanbase des Celtics est le joueur le plus difficile à traiter de base, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de valeur. Enfin, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de faire le focus parce que c'est le joueur où on a le plus d'avis et des fois même biaisé. Encore une fois, c'est un joueur qui souffre ou qui bénéficie d'étiquettes qui des fois sont justes, soit pas justes, soit qui nécessitent une nuance, etc. Et même au niveau des GM dans la ligue, je pense que c'est le cas. Clairement, j'ai vu en plus la façon qu'il a d'avoir, en fait, d'être motivé par justement le public qu'il anime, etc., etc. Et que finalement, c'est un enfant de Boston depuis qu'il est en NBA de toute façon. Je sais même pas si t'aurais pas un changement de mindset en fait en le changeant d'équipe. Et du coup, c'est Ouais. quand même et du coup de moteur et du coup c'est quand même ce qui fait aussi clairement l'intérêt de Smart. Donc je pense que ça peut aussi rebuter plusieurs soit fanbase soit même GM. Après, tu disais il faut retirer le côté affectif et affection pour parler de Smart. Oui, mais en tout cas pour le côté analyse. Et dès qu'on Oui, a bien fini sûr, l'analyse, on reprend le côté affectif et émotionnel évidemment. et on en profite parce que c'est vrai que c'est mine de rien, on n'a plus beaucoup des histoires comme ça, ou en tout cas des joueurs qui, depuis à ce point longtemps, sont dans une franchise, mais même, c'est plus que le fait d'être resté longtemps, quoi. Moi, je sens qu'il y a un vrai attachement et c'est un personnage particulier qui a, en plus, Boston a tout connu hein, dans cette décennie quasiment qu'il a passé là-bas. Donc, je comprends aussi que, effectivement, si c'est un joueur, comment dire, un fan favorite, si on dit comme ça, je comprends pourquoi et je comprends que, effectivement, si on te dit on l'échange, tu dis bah non, en fait non, c'est mon joueur quoi. Effectivement, il y a beaucoup de fans qui sont capables je pense, de passer à côté d'une fenêtre et qui accepteraient et de passer à côté d'une fenêtre de tir sur un trade et pour garder Smart. J'en suis Ouais. persuadé. Inconsciemment peut-être, mais j'en suis persuadé. D'ailleurs, on l'a bien vu avec les histoires de Kevin Durant, etc., etc. Donc il y a des fans qui voulaient pas du tout trader Brand, etc., etc. Mais moi, j'en ai vu aussi de pas vouloir trader Smart. Pour te dire Pourquoi à quel point, tu l'aurais fait? Je suis choqué. pour te dire à quel point justement il est aimé dans cette fanbase et en plus je pense que lui-même sait qu'il aura pas forcément vu que c'est un produit fini et que bon bah de toute façon après je pense qu'il est conscient aussi de l'amour qu'il a au sein de la famille. Moi pour y être allé, il avait pas joué même à l'échauffement, mais c'est incroyable. Tu sens que c'est un enfant du pays alors que bon bah ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est là-bas, mais c'est un joueur qui va vraiment au-delà du basket dans le cœur des fans. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça on s'en fiche. Mais ça c'est un fait. Ah, puis c'est un peu aussi ça souvent ça touche les fans, mais c'est vraiment un peu le bad boy entre guillemets de l'équipe, dans le sens où s'il y a des échauffourées un peu, si ça chauffe un peu entre joueurs, voilà, ça va être vraiment le gars qui va aller défendre ses coéquipiers, qui va un peu rentrer dans l'arme, même s'il le fait un peu moins maintenant, mais Et encore, ouais, je le trouve beaucoup plus
Ouais, beaucoup plus zen Même au qu'avant. niveau du respect qu'il a des autres joueurs, tu vois souvent les petites tapes qui se mettent dans le dos, le respect. Il y a une image, moi, que j'ai trouvé incroyable, c'est dans la bulle où il se relève avec Kylori, où tu vois deux briscards et deux Vislards phénoménaux être le cul par terre tous les deux, et ben on se la donne et on se relève la main. Et je pense que c'est devenu un joueur qui, même au sein de la ligue, a pu peut-être des fois gêner ou avait ce côté un petit peu foufou, etc. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est respecté et apprécié. Aussi, je pense aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné son duel avec Dante Exum finalement par rapport à la draft? Je pense. De peu. Voilà, on m'avoue vaincu. Parfait. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un bon petit décortiquage du jeu de Smart, de son évolution, de sa draft à maintenant. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Comme dit en intro, c'est un fil rouge qu'on va essayer de tenir toute la saison avec les autres joueurs de l'effectif. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce type de format, si ça vous plaît ou pas, ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer. C'est quelque chose que j'oublie souvent de dire. J'ai pas l'habitude de faire une auto-promo, mais n'hésitez pas à partager notre podcast et à le noter sur les plateformes d'écoute. Il y a des notations possibles. Je sais que sur Spotify, c'est un système d'étoiles, comme d'hab, 5 étoiles si vous avez adoré et 1 étoile si vous êtes fan des Lakers. En gros, c'est un peu ça. Mais voilà, ça permet au podcast d'améliorer son référencement et de nous donner un peu plus de visibilité. Et si vous mettez 1 étoile, vous avez bien évidemment le droit, mais l'avantage, ce serait de dire pourquoi. Oui, Parce que évidemment. finalement, c'est une aventure un peu qu'on mène tous ensemble. On est très content aussi du coup d'accueillir des personnes comme Guillaume, etc. Parce que bah, du coup, ça nous confirme le fait que bah, on essaye, en tout cas, on plaît à des gens et on plaît à des gens à qui on a envie de plaire en plus, donc ça tombe bien. Mais par contre, on n'est pas du tout contre la critique à partir du moment où elle est constructive. Donc, si vous avez besoin d'explications sur certaines choses qui ont été dites ou si vous n'êtes pas d'accord, etc., bah, il faut l'être, hein. On se donne pas parole d'évangile. Par contre, c'est bien d'en discuter. Euh, donc la critique, oui. Constructive, c'est vraiment mieux. Faut débattre. Comme je dis souvent, s'il n'y avait pas de débat, on, on se ferait chier. Guillaume, je te remercie encore une fois d'être venu avec ton scouting report, tes stats et surtout tes connaissances basket aiguisées. Donc merci beaucoup. à vous pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à aller suivre Guillaume, que ce soit sur Twitter ou sur son podcast Le Basket Lab. Vous en apprendrez beaucoup sur la NBA, le basket de manière générale. Si jamais vous voulez approfondir vos connaissances techniques, c'est une véritable bible. Donc allez suivre tout ça. Merci. Robin, toi, je te dis à la prochaine. Peut-être dans le prochain épisode, on verra. Ouais. Et bonne rentrée d'ailleurs à tous. Exactement, c'est vrai. Histoire de finir quand même là-dessus, parce que en espérant que vous avez passé des bonnes vacances et courage, le basket et la NBA revient bientôt. Exactement. Allez, à la prochaine. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.